On rejoint tout de suite Stéphane Antonin et Théaki Pihahouna en compagnie de leur invité, le président sénateur, M. Gaston Flosse. Merci Yannick. À J-3 du premier tour des élections territoriales, cette première série d'entretiens débats menés sur notre antenne touche à sa fin. En attendant une nouvelle confrontation d'idées entre les listes de candidats qui seront qualifiés pour le 5 mai, date du dénouement final. C'est donc avec le chef de file du Tauera Wiratira en personne que nous allons donc échanger en français puis en tahitien. Bonjour Monsieur Gaston Flosse. Bonjour Stéphane. Une petite réaction tout d'abord après la prestation télévisée hier soir de Tevaro Fritsch. Vous l'avez trouvé comment ? Je ne l'ai pas suivi parce que nous étions en réunion, grande réunion publique ici à Fara même, et donc je ne l'ai pas suivi. Et ça ne m'intéresse pas. Oscar Temaru a récemment déclaré sur un plateau télévisé que vous étiez tout simplement incurable. Alors, mais de quoi souffrez-vous exactement, Président ? Je ne sais pas, je crois que le Tauera, d'ailleurs, il faut reconnaître, est la cible de tous les partis et surtout des deux gros qui se croient peut-être déjà élus et qui voient dans le Tauera l'empêcheur de se retrouver à l'Assemblée. Car, vous avez suivi, pour Oscar Temaru, il est élu, pour Tevaro Fritsch, il est élu également, et donc il voit mal le Tauera Wiratira prend de plus en plus d'importance grâce à l'équipe qu'il a présentée, cette équipe de 57 personnes à l'Assemblée de Polynésie française, entre le Tauera Wiratira et ses partenaires, Jean-Christophe Buissou de Rautei, Charles Fangloy de Tatirano Tehau et Sandra Levi-Agami de Temanatoa. Les 57 membres, et puis l'équipe chargée de réfléchir, de faire des propositions et de proposer donc le programme du Tauera Wiratira que nous avons publié. Chez nous, c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas un seul monsieur, ce n'est pas la tête de liste qui fait le Tauera Wiratira. C'est vraiment une équipe. Cette équipe à l'Assemblée et cette équipe chargée de réfléchir au programme donc, de gouvernement et puis le programme lui-même. Donc, en ce qui vous concerne, vous n'affichez aucun triomphalisme ? Ah non, aucun. Je pense que la confiance que nous avions obtenue des Polynésiens au moment des législatives, je rappelle encore que le Tauera Wiratira a obtenu les 3 députés, y compris ici à Fa'a. Petite anecdote, M. Tevaro Fritsch était venu également à plusieurs reprises demander l'appui, le soutien du Tauera Wiratira, mais lui voulant rester et se présentant au nom de son parti, et que le Tauera devait donc s'effacer dans la première circonscription. Vous savez, la prétention débordante, l'orgueil de ce monsieur est tel qu'il allait jusqu'à imaginer que le Tauera n'allait pas présenter de candidat et le soutenir lui. Alors, voilà. Parmi vos nombreux détracteurs, Président, il y a également donc Tevaro Fritsch, vous venez de le citer tout à l'heure, qui se plaît à répéter qu'à 82 ans, on ne pourra pas vous changer. Alors, que lui répondez-vous ? Je réponds, Stéphane, vous voulez pas qu'on parle des Polynésiens et que l'on oublie ce monsieur-là qui ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est le programme, c'est comment sortir la Polynésie de la crise, comment reconstruire la Polynésie, comment sortir le peuple, les Polynésiens de la misère dans laquelle ils vivent. C'est ça l'essentiel pour moi. Ces élections-là, c'est aller à la rencontre de la population et lui expliquer et lui dire « Faites-nous confiance, voici les hommes qui iront à l'Assemblée
l'Assemblée et les femmes ils ont été choisis, ils ont montré leur capacité à prendre leurs responsabilités, à prendre les décisions importantes pour notre avenir. Voici les hommes et les femmes qui pourraient un jour être au gouvernement et donc là également prendre d'autres responsabilités à un autre niveau. Bon, et puis il y a un chef d'orchestre, c'est vrai, il en faut un qui saura prendre les décisions et qui, avec toutes ces années passées à la tête de notre pays et toutes ces 10 dernières années dans l'opposition, et il faut le dire, les 6 semaines en Outania a fait que, bon, il a un peu plus il a plus d'expérience, il a bien réfléchi, il a beaucoup réfléchi pendant toutes ces périodes-là. Il reconnaît qu'il a commis des erreurs. Bon, et c'est sûr, en 20 ans, on ne peut pas dire qu'on n'a pas commis des erreurs. J'ai commis des erreurs pendant cette période-là. Bon, je m'en excuse. Et avec le recul, avec ces 10 années d'opposition, je dis que je pourrais faire mieux. Et en tous les cas, je suis avec mon équipe. C'est pas une question, c'est pas un homme, c'est pas Gaston Flosse. Avec l'équipe à l'Assemblée qui sera animée et accompagnée par quelqu'un qui connaît bien cette institution, Édouard Fritsch, et ils seront à 2, Édouard Fritsch et Jean-Christophe Bouissou seront à l'Assemblée. J'espère que nous aurons à l'Assemblée un nombre de représentants suffisamment important, je pense 35, 37, peut-être plus, je ne sais pas, mais une équipe capable de prendre des décisions. Il faut une majorité forte comme ça, à 31, 32, on va se retrouver encore dans l'instabilité que nous avons connue ces dernières années. Et c'est un peu le message que je veux faire passer également à nos concitoyens. Votez pour la liste autonomiste pour laquelle vous sentez que c'est cette équipe-là et cette seule équipe-là qui pourra sortir notre pays et reconstruire notre pays et sortir le peuple de sa misère. C'est ça notre objectif. Et votez tous pour celui-là. Si on va se disperser un peu, regardez le résultat des législatives. Il y avait 45 candidats au deuxième tour. Toutes les autres listes ont été éliminées avec 2000, 3000 voix. Ce sont des bulletins gaspillés et votés en masse pour un groupe autonomiste. Si c'est le Tahoe Huiratira, tant mieux, vous pouvez nous faire confiance, nous sommes prêts. Si c'est un autre, donnez-lui votre confiance à cette autre liste autonomiste. Mais il ne faut pas, je crois, venir et jouer un petit peu par-ci, un petit peu par-là. L'avenir de notre pays dépend de ces élections de dimanche. Voilà, donc le message est délivré. Gaston Flosse, vous le disiez tout à l'heure, vous avez reconnu, vous avez dit, bon, j'ai connu des erreurs, je m'en excuse, jusqu'à peut-être certainement atteindre une certaine dimension spirituelle dont il est question dans votre slogan, c'est-à-dire la foi de reconstruire ensemble. N'est-ce pas un peu démagogique quand même? J'ai pas de, pardon. N'est-ce pas un peu démagogique en termes de slogan, je veux dire? Non, je reconnais que j'ai commis des erreurs spirituelles, c'est pas le cas. Moi, je me juge en tant que président de notre Polynésie, et pendant que j'étais là, évidemment, j'ai commis des erreurs, c'est vrai, je le reconnais. Est-ce que c'est démagogique de reconnaître les erreurs que l'on a commises? Je ne pense pas la question. Excusez-moi, la question, c'est jusqu'à atteindre un degré spirituel dans votre slogan qui est la foi de reconstruire ensemble. Ah non, oui, on peut prendre le mot de foi dans son sens spirituel, mais nous disons que
le pays est dans une telle situation de faillite, de catastrophe financière, regardez la dette, le service de la dette, le remboursement, les milliards qu'il faut rembourser tous les ans parce que ça a été mal géré, les factures impayées. On nous dit qu'il y a 35 milliards dans les... où sont passés ces 35 milliards? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est la réalité ou pas? Donc il y a une faillite financière. On nous dit qu'il y a 20 milliards de taxes d'impôts qui ne rentrent pas dans les caisses. C'est la faillite financière. Sur le plan économique, regardez le tourisme, jusqu'à quel niveau nous sommes tombés. Regardez la perle, ça c'est le plus bel exemple. Avant 2000, c'était 5 000 à 6 000 francs le gramme de perle. Aujourd'hui, il y a 480. C'est la catastrophe. La pêche, enfin, tous les secteurs économiques sont tout au rouge. Et sur le plan social, alors n'en parlons pas. Nous n'avons jamais été aussi bas que cela. 15 000 personnes qui ont perdu leur emploi par le Taoui, 72 000 ressortissants au RST, 77 000 personnes qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Jamais nous n'avons vu ça. Alors, dans toutes ces difficultés-là, il faut vraiment avoir la foi dans le Tahouera Huiratira pour se dire, bien, malgré tout cela, le Tahouera réussira à nous sortir de la crise. C'est ça la foi pour nous. Dans une interview qui est parue ce matin sur Tahiti Info, on voit clairement que quand même votre fer de lance, c'est quand même la relance du tourisme en réhabilitant, en réagrandissant, en réaménageant notamment Tahiti Fa'a ainsi que Bura Bura. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, pour nous, enfin, ça a toujours été cette économie du développement, de l'exportation. Or, le tourisme est notre premier produit d'exportation. Nous avions fixé comme objectif 300 000 touristes. Nous aurions déjà atteint ces 300 000 touristes. Nous étions en bonne voie puisque nous étions aux environs de 260 000 touristes. Et ces 260 000 touristes produisaient des revenus supérieurs à 50 milliards. Donc il n'y a que ça. Mais la perle également, nous avons atteint jusqu'à 25-27 milliards de revenus avec la perle. La pêche également. Mais le fer de lance de notre économie reste le tourisme. Et nous en faisons un grand ministère. Un grand ministère qui aura également d'autres secteurs qui devront concourir à encore, mais vraiment lancer, mais très très rapidement le tourisme, c'est l'environnement. Bon, il faut garder, au contraire, améliorer, même protéger la nature, cette belle nature que nous avons, ces beaux lagons que nous avons, les poissons et tout le contenu. Il faut également, la culture également dépendra du ministère du Tourisme. Non pas que le ministre du Tourisme viendra nous apprendre le tahitien ou bien la culture elle-même, mais enfin que cette culture participe au développement du... Je prends un exemple. Nous avons cette grande fête magnifique du Heiva. Est-ce que vous voyez des touristes au Heiva? C'est une fête qui peut être à un niveau international, un bon niveau. Il y a les plus belles danses, les plus beaux hommes, les plus belles femmes de chez nous, les plus beaux costumes. Il n'y a pas de touristes, il y a pourquoi? Cette grande manifestation sportive et culturelle également, Hawaii Kinui. Vous avez vu des touristes s'intéresser, pourquoi? Alors que ça, ce sont des activités, ça devrait attirer des touristes comme certains événements que l'on connaît à Nice ou ailleurs. Enfin, donc ce sera un grand tourisme. Et bien sûr, même l'aménagement du territoire. Lorsque nous voulons réaliser des aménagements, nous demanderons l'avis du ministre du Tourisme. Que penses-tu de est-ce que cet aménagement, s'il était conçu autrement, peut apporter quelque chose au tourisme? Tout ira dans ce sens-là. Et bien évidemment, la liaison aérienne internationale, le coût des transports
plombe notre tourisme. Aujourd'hui, on a l'impression qu'à Air Tahiti Nui, le premier souci, c'est de gagner de l'argent. Pour nous, c'est pas fait pour ça. Nous avons créé Air Tahiti Nui pour ne pas être isolé du reste du monde. D'abord, pour nous, bien évidemment, au moment où AOM nous quittait, au moment où Corsair nous quittait, le risque était de se retrouver face à un monopole de Air France. Donc, il fallait absolument créer cet outil-là de sortir de notre isolement et surtout servir à transporter des touristes et à faire venir des touristes chez nous. Or, ce n'est pas le cas, vous le savez, avec le prix. Donc, l'aéroport de Tahiti, c'est un vieux projet, c'est un projet qui date de 2002. Et c'est avec l'accord du président de la République, de Jacques Chirac, que nous avons commencé à travailler sur ce dossier. Lui-même avait appelé les ADP, Aéroport de Paris International, pour leur demander d'essayer de réfléchir. Et c'est comme ça que ADPI est venu ici. Il nous a fait des projets. Et d'ailleurs, le dernier projet est arrivé sur mon bureau en mars 2004, quelques mois avant le Taoui. Et tout ça est resté en plan. Alors que les dossiers sont sur le bureau du président, d'Oscar Temaru, mais ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le jeu, c'est le golf et New York. Bon, chacun sa marotte. Restons, si vous voulez bien, Président. Alors, l'aéroport de Tahiti, c'était aller dans ce sens-là. L'accueil du touriste, c'est la première rencontre avec la Polynésie et également un grand chantier qui va durer, je ne sais pas, 5-6 ans et qui va procurer beaucoup d'emplois aux Polynésiens. Alors justement, sur ce point donc de la reconstruction de Tahiti Fa'a, on vous reproche de vouloir investir, et vous allez nous le confirmer si c'est le bon chiffre, la bagatelle de 60 milliards de francs CFP quand la Nouvelle-Calédonie a reconstruit son aéroport pour, toujours selon les mêmes sources, seulement 12 milliards. Alors, n'y a-t-il pas un juste milieu entre les deux? N'est-ce pas un trop grand projet? Oui, attention. Qu'est-ce qui a été fait en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'on a tout simplement agrandi l'aérogare, allongé la piste? On ne sait pas qu'est-ce qui a été fait. Je ne pense pas que ce soit la reconstruction totale. Ici, il s'agit de la reconstruction totale de l'aéroport de Tahiti Fa'a. La conception, et que nous pensons être la bonne conception, c'est de transférer toute la partie civile au nord, à Motutahiri, et ça procure l'avantage de pouvoir continuer à fonctionner pendant que ici au sud, et puis au nord on va commencer les travaux de la piste elle-même, des pistes secondaires, les reconstructions de l'aérogare et également de toute la partie technique. Il y a également toute la partie, les installations de l'État. C'est global. Vous confirmez, Président, ce chiffre de 60 milliards? Non, c'était 50 milliards, mais aujourd'hui, ça c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, je pense que ça devrait être de l'ordre de 60 milliards, mais c'est tout compris, et pour cette raison-là... Et comment est-ce que l'on finance? Nous allons bien sûr emprunter, mais Jacques Chirac, l'État était d'accord à participer pour 30%. C'est quand même important, intéressant, sur un chantier qui va donner du travail à la population. Quel autre chantier aussi important? Et c'est un investissement productif. Ce n'est plus... l'hôpital, c'est vrai, il fallait construire cet hôpital. On ne pouvait pas continuer à maman dans cet hôpital de misère. Il fallait absolument sortir de là. Mais
ce n'est pas l'investissement idéal en ce sens que ce n'est pas un investissement productif, mais sur le plan social et pour la population, il fallait le faire et je l'ai fait, j'ai pris cette responsabilité. Là, je vous dis, je n'ai pas commis d'erreur. Vous le regrettez aujourd'hui? Alors que Oscar Temerus, souvenez-vous, dans sa campagne électorale de 2004, il avait dit, lorsqu'il sera élu, il allait arrêter les travaux de l'hôpital et il ne veut pas de l'hôpital de Taoné, mais qu'il fallait continuer à l'hôpital Maman. Catastrophe si ça avait été ça. Restons, Président, sur le tourisme. Vous avez évoqué la promotion de Tahiti et ses îles. Il y a eu dernièrement une restructuration du GIE. Est-ce que, selon vous, cette restructuration n'est toujours pas satisfaisante? Et comment est-ce que vous voyez justement la promotion? Je ne sais pas, j'ai pas vu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tout est opaque, on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a aucune communication, on ne sait pas ce qui se passe au GIE, quelle est la propagande. Bon, nous avons rencontré quelques professionnels du tourisme, nous avons beaucoup échangé, mais bien sûr, il va falloir créer une structure de dialogue entre le gouvernement et les professionnels du tourisme et voir ensemble quel programme appliquer et comment est-ce que nous allons, et très rapidement, prenons un cas, la promotion. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas un seul organisme de promotion entre les fonds de GIE Tahiti Tourisme et ceux de Air Tahiti Nui? La promotion est celle d'une destination, Tahiti et ses îles. Pourquoi est-ce que c'est l'argent qui est dispersé? Il faudrait regrouper ça et avoir un seul organisme. Par exemple, c'est une des idées qui a été émise et il y en a Ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Je rebondis sur Air Tahiti Nui. Donc, votre souhait, on le comprend bien, c'est le souhait aussi de beaucoup de touristes, est de voir le prix des billets d'avion baisser. Mais comment... Augmenter. Les prix des billets d'avion? Oui. Oh, ils sont exagérément chers. D'accord. Comment est-ce qu'on les fait baisser? Avec le prix du kérosène aujourd'hui? C'est vrai que le prix du kérosène est élevé. D'accord. Il faut faire quelque chose. En tout cas, les prix d'avion sont excessivement élevés. Encore une fois, Air Tahiti Nui, nous ne l'avons pas conçu comme un outil qui va remplir les caisses du pays, mais qui va remplir les hôtels et nous permettre de sortir de chez nous. Le fait quand même que cette compagnie revienne à l'équilibre, c'est visiblement le cas ces derniers temps, c'est quand même un point positif. Oui, mais à quel prix? Si on va, bon, c'est vrai on tend vers un équilibre des comptes, mais si d'un autre côté on va vider les hôtels, alors il faut peut-être voir quel est l'investissement le plus intéressant. Encore qu'aujourd'hui, le taux d'occupation des hôtels n'est pas aussi mauvais que cela, mais cela vient du fait que il y a 5, 6, 7 hôtels qui ont fermé. À Bora Bora, ici, Sofitel, Sheraton et tous ces hôtels, bien sûr. Et là également, il faut reconnaître que pendant l'époque du Tauera Huiratira, nous avons vu se construire tous ces hôtels, et tous des hôtels au moins de 5 étoiles et plus à Bora Bora, notamment ici à Tahiti également, à Moorea également. Et depuis les 10 ans d'Oscar Temerus, pas une seule chambre d'hôtel n'a été construite. Pourquoi ? Alors on parle également de l'hôtellerie, donc on parle du fer de lance qui est la relance du tourisme. Mais qui dit tourisme dit évidemment emploi, et après qu'en est-il? Parce qu'il y a des pertes d'emploi faramineux, notamment dans le secteur du bâtiment. Et comment est-ce que vous avez compté remettre ça? Parce que c'est pas évident de ramener des milliers de personnes sur le poste en disant c'est bon, on va vous donner du travail. Parce que certains accusent directement le Tauera de ne pas être capable justement de le faire. Le chantier de l'aéroport est un chantier important et intéressant en ce sens que
vous n'avez pas que, comme pour les routes, que du bitume. Du bitume, bon, ça n'emploie pas beaucoup de monde. Et entre nous soit dit, ça coûte cher, ça coûte trop cher. Là également, il y aura beaucoup de bâtiments, de constructions, et nous pourrons donc employer de la main-d'œuvre non spécialisée. Mais il n'y a pas que ça, il y a également le logement social. Savez-vous que dans le contrat de projet, l'État a mis à la disposition du territoire 26 milliards pour la construction de logements sociaux? Eh bien, le pays n'a utilisé que 1%. Nous arrivons à la fin de ce contrat de projet en décembre 2013. Il va rester en caisse 23 milliards de subventions de l'État. Qu'est-ce qu'on fait? Les responsables de l'État sont venus à notre rencontre, nous en avons discuté ensemble et je leur ai dit qu'ils pouvaient nous faire confiance et que nous leur avons demandé de proroger d'1 an ce contrat de projet jusqu'en 2014 pour le cas où le Tahoeraa gagnerait les prochaines élections, qu'ils nous fassent confiance. En 1 an, nous allons consommer leurs 23 milliards. Dites-nous quelques mots un petit peu maintenant sur l'endettement du pays. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que c'est votre priorité que d'abaisser cet endettement? Je me souviens déjà en 2004, l'UPLD vous reprochait d'avoir déjà atteint 100 milliards. On en était loin, on était je crois à 80 milliards. Oui. Aujourd'hui, nous approchons les 97 milliards. Est-ce que c'est votre priorité ou finalement vous dites c'est pas dramatique? Non, nous ne savons pas exactement quel est le montant de cette dette. Ce qui est dramatique, c'est le service de la dette, le montant du remboursement. Alors là aussi, il n'y a pas de chiffre précis, mais on nous dit 17 milliards de remboursements par an. C'est exagérément élevé. Comment est-ce que tous ces emprunts ont été négociés? Évidemment, si on va aux banques du coin, où les taux d'intérêt sont 6, 7, voire 8%, évidemment, on est plombé par le remboursement en capital et en intérêt. Et si les délais sont des délais courts, 10 ans, même 15 ans, c'est un délai court. Alors, maintenant, c'est de la responsabilité du pays. Notre pays a été tellement mal géré par Oscar Temaru et Gaston Tong-Song que notre situation financière s'est détériorée considérablement et que notre note de Standard & Poor's, qui était au temps du Tahoeraa Huiraatira de A, est tombé aujourd'hui, depuis je crois avril 2012, A, B, ou enfin, ce qui fait que nous sommes classés dans la liste des pays insolvables. Et pour les pays insolvables, quand ils vont emprunter, on leur met des taux élevés et des temps de remboursement, des durées de remboursement de l'ordre de 12-15 ans, ce qui est vraiment trop court pour des emprunts importants sur des chantiers comme cela. Nous négocierons, et s'agissant d'un investissement productif, bon, les locations, on me dit, là aussi c'est l'opacité la plus totale, on me dit qu'aujourd'hui, l'aéroport de Tahiti-Fa'a produit entre 1,3 milliard et 1,5 milliard par an. Bon, c'est déjà bien, il faudrait faire mieux que ça. Et bon, il faut savoir à qui emprunter. Mais encore une fois, dans notre programme, nous avons prévu une phase de remise à niveau, de redressement de notre situation financière entre 2013 et 2014. Ce sera des actes d'urgence de redressement. Quand nous aurons redressé nos finances, quand les banques, les établissements de financiers auront confiance en nous, nous pourrons mieux négocier nos emprunts. Et peut-être que si nous arrivons à avoir des taux intéressants, très bas, pourrions-nous peut-être négocier également notre dette. Il arrive, et ça je l'ai fait déjà par le passé, j'ai négocié auprès de certains établissements et qui nous ont prêté de l'argent
pour pas cher et avec une durée étalée, et pour rembourser la dette et améliorer le service de la dette, le remboursement annuel. Alors, vos adversaires politiques ont bondi en parlant des 480 milliards, 500 milliards. Oui, il y a un farfelu qui a dit que j'avais vous expliquer le pourquoi du comment annoncé 500 milliards. Il faut être cinglé pour dire des choses. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Allez-vous emprunter l'argent? Si oui, combien? Et quel sera le taux en fait qui sera imposé? Encore une fois, parce qu'on fait partie des pays insolvables. Nous allons assainir notre situation financière. Il faudra également se dessaisir de certains de nos biens. Vous avez un exemple? Pardon? Vous avez un exemple précis? Certains terrains, puis d'autres biens encore. Vous avez votre petite idée, nous mais ne vous savons pas, ça va dépendre un peu de la valeur de ces biens-là. Et puis, bon, il faut voir également quel est le rapport pour le pays de certains établissements publics, de certaines sociétés. Et là également, je crois qu'il faut qu'il y ait un homme, quelqu'un qui puisse gérer un peu tous les biens du pays. Et c'est ce monsieur-là qui nous disait, vous savez, cette société-là ou cet établissement public ne sert pas à grand-chose, vous pouvez vous en dessaisir et ainsi de suite. Et nous allons constituer un espèce de fonds de garantie pour justement emprunter à des taux intéressants. Est-ce que vous pensez que dans certains services, il y a un taux d'incompressibilité qui est atteint en termes de réduction, masse salariale, fonctionnement, investissement? Évidemment, ça fait écho au rapport Boulier. Est-ce que vous allez continuer ou alors vous allez restructurer? Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment la folie de dire, écoutez, nous avons ici 400 postes. Ceux qui veulent partir à la retraite peuvent partir comme ils veulent, quand ils veulent. Et ils toucheront une indemnité. Quels sont ceux qui ont pris leur retraite précipitée, avant terme? Ce sont ceux qui ont un niveau A, B dans l'administration, qui se disent, bon, je peux me débrouiller avec un petit pactole, eh bien, je vais monter une petite affaire, une petite entreprise. Mais la plupart, ce sont des cadres qui sont partis, et vous avez des services aujourd'hui qui sont complètement paralysés parce que il n'y a pas de direction. Alors déjà, il n'y a personne, il n'y a pas de pilote dans cet avion-là, mais s'il n'y a pas de copilote non plus, on va se casser la figure. Alors, quelles sont vos orientations justement concernant, parce qu'on a beaucoup critiqué la refonte du FDA, tout ça, avec d'autres services, a beaucoup été critiqué, puisqu'il y en a qui disent, pendant que nous travaillons, d'autres sont dehors en train de fumer à cigarette, par exemple. C'est un exemple. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Il y aura aussi une réforme ou alors vous allez remettre les choses? Très certain. Nous allons créer un haut conseil de la réforme composé de 5 ou 6 personnes seulement, des personnes et en fonction également de leur connaissance de tel secteur, le secteur économique, le social, la jeunesse, l'éducation, et puis nous allons ce sera un établissement indépendant de l'administration, et ils vont nous proposer des réformes, et nous allons également leur confier certains dossiers et dire, bon, nous aimerions mener telle réforme, quel est votre avis et comment faut-il le faire? Ce sont des entités administratives indépendantes du gouvernement, qui n'auront pas de compte à rendre au gouvernement, donc encore une fois complètement indépendants. Oui, nous allons mener des réformes très très certainement. Peut-on, Président, assainir la situation financière du pays et en même temps se donner les moyens de relancer l'emploi, qui est également l'urgence? Oui, tout à fait. C'est pas paradoxal? Non, pas du tout. A-t-on les moyens de relancer l'emploi? Oui. Vous pouvez nous donner quelques pistes? Oui, il va falloir donc trouver des fonds. Encore une fois, quand je parle
nous entrerons en 2013-2014 dans une période de rigueur. Ça, il le faut absolument, à commencer par les élus. Nous nous appliquerons ces mesures de rigueur avant tout au gouvernement et à l'Assemblée. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être un détail, mais il n'y aura plus de voitures de fonction. Et chaque ministre et chaque représentant paiera la gasoline de sa voiture. Il n'est pas normal que ce soit le contribuable qui paye la gasoline des élus, par exemple. Mais ça, c'est un exemple. Et puis, donc, on demandera à tout le monde de faire un effort. La CST, par exemple, nous allons restructurer la CST. Nous sommes contre l'impôt sur le revenu, c'est sûr. Nous disons que la CST est une forme d'impôt sur le revenu. Bon, les rémunérations les plus imposées, le plafond est de 1 million. Je pense qu'on peut augmenter ce plafond. D'autre part, le taux que nous payons est de 10%. En France, il est de 42%. Nous n'allons pas aller jusque-là. Mais enfin, on peut peut-être faire un effort. Et il s'agit de créer des emplois. Et en attendant, nous allons créer ces emplois, ce fonds d'accès à l'emploi. Pendant ces 2 ans-là, nous allons créer ce fonds qui bénéficiera aux jeunes qui n'ont pas de travail, pour ceux de 18 ans à 30 ans, et puis pour au-delà de 30 ans. On ne peut pas laisser cette situation-là perdurer. Je vous donne un exemple. Nous étions, la semaine dernière, mardi de la semaine dernière, nous étions à Tautira. Une jeune infirmière diplômée d'État qui travaillait à l'hôpital de Travaux est venue jusqu'à Tautira assister à cette réunion publique. Et lorsque nous avons rendu la parole au public, elle s'est adressée à nous sur un air un peu fâché, nous reprochant d'être trop éloignés du peuple, de ne pas être au fait de cette misère dans laquelle la population vit. Et elle nous dit, je vous donne un exemple. Le week-end dernier, le week-end de Pâques, pendant les 3 jours, il y a eu ici, rien que pour Taïrapou, 6 tentatives de suicide. Et nous avons réussi à en sauver 3, mais 3 autres se sont pendus et c'est du radical, c'est la mesure radicale. Un jeune de 17 ans, une jeune fille de 22 ans et un père de famille de 3 enfants de 40 ans. Pourquoi? On se pose la question, pourquoi? D'abord, c'est la misère dans laquelle il vit, parce qu'il n'y a pas de perspective. Ils ne savent pas où on va, de quoi sera fait demain et après-demain. Et c'est l'obscurité totale. Il n'y a aucune communication entre les responsables qui dirigent notre pays et cette population. Ces jeunes n'ont aucun espoir. Ils vont à l'école. Nous étions à l'université hier. Et je tiens à remercier encore les responsables de l'université, ces jeunes qui sont venus nombreux à notre réunion. Bon, il y a un envoyé politique d'une autre liste qui est venu, qui a essayé un peu de perturber la réunion. Enfin bref, mais ils sont dans cette situation-là. Nous venons à l'école, nous faisons des études, nous faisons de gros efforts, nous vivons difficilement. Mais quel est notre avenir lorsque nous allons sortir? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous, Président, il nous reste 2 petites minutes. J'ai 2 petites questions qui appellent une réponse courte de votre part. Donc, vous avez annoncé que cette rigueur gouvernementale, que cette rigueur va s'appliquer d'abord au gouvernement. Vous avez annoncé, je crois, la composition d'un gouvernement avec 8 ministres. Est-ce que c'est tenable pour les gros portefeuilles? Oui, tout à fait. C'est tenable pour les 8 ministres. Oui, c'est tenable, tout à fait. Bon, il faudra travailler un peu plus. On n'ira plus au golf 2 jours par semaine. On commencera pas à 10 heures du matin pour terminer à 6 heures du soir. Il faudra travailler, je dis pas 7 sur 7, mais au moins 6 sur 7 et commencer à 5 heures du matin, terminer tard. Et l'équipe qui est avec moi est tout à fait décidée à le faire.
Nous voulons relever ce défi, nous voulons reconstruire notre pays, nous voulons sauver et nous y arriverons, nous le ferons. Nous avons l'expérience, nous avons la connaissance et nous avons une force de travail. Il n'y a pas de secret. Une dernière question qui peut paraître un petit peu être une anecdote, mais est-ce que vous reviendrez à la présidence Cartier-Broche? Certains en doutent. Ben, c'est fait pourquoi ce quartier-là? Bon, d'abord, si nous sommes élus, il faut d'abord faire un état des lieux parce qu'il paraît que c'est une véritable porcherie. Il n'y a plus de pelouse, tout est je ne sais pas mais je n'irai pas m'installer là-bas immédiatement. Il faut d'abord faire un état de lieu. S'il y a des réparations à faire, il paraît que tout le mobilier qui était là-bas était déménagé. Il n'y a plus et tout a été installé en bas. Donc je irai m'installer ailleurs en attendant que l'on fasse surtout un état des lieux et que la présidence a été faite pour ça. À quoi elle sert aujourd'hui? L'argent que nous avons investi aujourd'hui sert à quoi? Gaston Flosse, pour terminer, Henri Hiro avait écrit un poème qui s'appelait Momoya. Terre nouvelle, souffle nouveau, nouvelle civilisation, époque nouvelle, une vie nouvelle, c'est bien ça? Oui, c'est un peu ça. Mais, vous promettez? Mais comment dirais-je, sans casser, sans précipitation et surtout avec une forte participation de la population. Prenons un exemple. Le Taoui, en 2004, avait fait une campagne, mais terrible, contre la voie rapide entre Papeete, Papeete. Flosse va voler vos terrains, vous ne serez pas payés, vous serez spoliés. Et il y a eu une levée de bouclier. C'était une des raisons de notre échec. Il y a eu beaucoup plus. Les promesses, les mensonges d'Oscar Temaru. Les mamans restées à la maison, 60 000 francs par mois. Les jeunes, je vous donne du travail, zéro. Vous, dans les lotissements sociaux, ne payez plus vos loyers, ne payez plus vos échéances. Vous serez propriétaire de tous ces mensonges, ces promesses, aucune n'a été tenue, absolument aucune. Eh bien, dans des décisions importantes comme celle-là, nous allons organiser des référendums locaux. Et là, pour cette route-là, je pense que il faudra étudier à nouveau. Peut-être que le tracé n'est pas tout à fait ce qu'il faudrait. Peut-être qu'il faut remonter un peu cette voie-là. Mais lorsque le projet sera prêt, nous demanderons l'avis de la population. Êtes-vous pour ou contre ce projet-là? L'article 1 du statut nous en donne la possibilité d'organiser un référendum local. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci Gaston Flosse d'avoir accepté. Non, le mot de la fin, c'est de demander à nos concitoyens, polynésiens, polynésiennes, de nous faire confiance. Nous sommes prêts. C'est une équipe de 57 à l'Assemblée que nous avons bien préparée. C'est une équipe pour le gouvernement. Nous sommes 20 aujourd'hui qui travaillons dans le patron de Taoui FM, il est avec nous tous les jours et nous sommes prêts également au niveau du gouvernement. Faites-nous confiance et nous reconstruirons notre pays et nous sortirons les Polynésiens de la misère. Ayons tous la foi de reconstruire ensemble notre pays. Voilà, maintenant c'est le mot de la fin. Merci Gaston Flosse d'avoir accepté notre invitation et notre entretien va se poursuivre en tahitien avec mon confrère Onoto.